Et sur le téléphone, ça peut y être aussi. Je vais regarder si je vois ailleurs. Enregistré. Je pense que Frédéric, ça y est, doit être connecté. Vous nous entendez, Frédéric? Levez la main si vous nous entendez. Ouais, parfait. Génial. On vous a mis en silencieux, mais donc vous pouvez réactiver quand vous voulez. Pour l'instant, on le laisse comme ça, mais c'est vous qui avez la main. Je voudrais savoir, il y a un numéro de téléphone, mais pas de nom qui s'affiche. Je voudrais savoir si Nathalie Planchet nous a rejoints. Et Kamel aussi n'est pas là, si? Et Kamel Menour également. Petite question, je vois que Nathalie Planchet est dans les attendees. Est-ce que tu veux qu'on la mette en panéliste? Ah, oui, bonne idée. Je vais la rajouter. Oui, oui, bien sûr, si tu peux le faire. Et Benoît, est-ce que vous arrivez à nous trouver Kamel aussi, peut-être, dans les participants? Non, il n'y est pas encore. Bonjour. Non. Voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, ça va? Bonjour, ça va bien. J'avais un petit peu de mal à régler ma vidéo. Il y a plusieurs jeux de lunettes, parce que là, elles sont vertes. Oui. J'en ai vu des blanches aussi, non? Ah, il y a un petit peu toutes les couleurs. Il y a du bleu, du orange. Et voilà. Mais je crois que ce n'est pas très adapté pour la vidéo, le vert. Oh. Tant pis. Alors, on va pouvoir commencer dans 1 minute, il nous manque un... Il manque Kamel. Kamel. À ce stade, hein. Alors, je rappelle aux spectateurs qu'ils pourront poser des questions à travers le chat. Vous voyez en bas de votre écran un Q et R. Vous cliquez dessus et vous posez vos questions par écrit. Elles seront relevées et on vous répondra à la fin de la séquence. Ça fonctionne, 3 minutes? C'est bien pour nous. Ah. J'ai désactivé Pierre. Bon. Laurent, est-ce qu'on... C'est quand tu veux, Claire, tu me dis, et puis écoute, on peut démarrer. Que dit Hélène? Moi, je suis au service. Magnifique. Bon. Alors, si tel est le cas, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis ravi pour la 2e fois d'être maître de cérémonie de cette remise des lauréats des VDA, des victoires des autodidactes, qu'on appelle aussi des self-made entrepreneurs, ce qui, bien sûr, a un sens qui est proche. La dernière fois, quand même, on était à l'hôtel de l'AC, on était tous ensemble, c'était en physique. Là, ici, on va devoir mettre un peu d'ambiance, mais en virtuel. Donc, si vous en êtes d'accord, on va essayer de respecter quelques règles, d'ailleurs, ensemble. La première d'entre elles, c'est que nous serons une série à parler, mais évidemment pas être ensemble au même endroit. Donc, ce qu'on va proposer, c'est un séquençage assez fort, vous verrez. Alors, notre soirée va s'organiser autour d'1 heure et quart à peu près.
Certains d'entre vous devront rester donc dormir au bureau parce que vous passerez la limite du couvre-feu, mais c'est tant mieux. Et puis, surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est finalement d'avoir, d'abord, dans un premier temps, un rappel de pourquoi ces victoires existent et des valeurs qui président à ces victoires des autodidactes. Dans un deuxième temps, on vous présentera les 6 lauréats et ce soir, vous allez voir vraiment, une fois de plus, nous avons des personnes qui, au-delà d'être très attachantes, représentent vraiment, je pense, un dynamisme qui est assez difficile d'égaler par ailleurs. Une fois qu'on aura présenté chacun de ces lauréats, alors on passera de facto à la remise des prix. Donc on en distinguera 2 parmi 6, mais finalement ce soir, École des fans, tout le monde est vainqueur. Simplement, il y aura 2 prix, un prix coup de cœur et puis donc le prix des vainqueurs 2020 de ces victoires des autodidactes. Alors, pour m'accompagner ce soir, il y a plusieurs personnes. Alors, vous allez en voir à l'écran. Je vous demande, mes amis, quand vous pouvez afficher vos caméras. Donc, nous aurons le plaisir d'être avec Pierre Gadonex, qui est le président d'honneur des anciens d'Harvard en France. Nous serons aussi avec Hélène Relgen, qui est la présidente des VDA et aussi du club des anciens de Harvard. Et puis, nous aurons Juliette Decoux, qui est associée chez Mazars, une entreprise qui est chère à mon cœur. Pour ce qui me concerne, je suis Laurent Chohin. Dans la vie, j'ai quand même un métier, donc je suis le DRH du groupe Mazars, mais pour le reste, je vais essayer d'être votre chef de village ce soir, ce sera tout aussi bien. Alors, quelques règles donc de housekeeping. Si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, n'hésitez pas. Vous avez tout un petit chat. Vous connaissez le principe sur Zoom. Donc, en fait, une conversation que vous pouvez activer juste en tapant sur « Converser » et vous serez bien sûr visible de l'ensemble des participants. Alors, peut-être ce que je voudrais qu'on fasse, c'est d'être tout de suite dans le vif du sujet, si je puis dire. Et donc, je voudrais que Hélène nous dise, en fait, pourquoi ces victoires sont si importantes. Merci Laurent. Bonjour à tous, bienvenue aux victoires des autodidactes 2020. Alors, le club, en 2 mots, fondé en 1934, le Harvard Business School Club de France, a 86 ans, pour ceux qui comptent. Il compte plus de 1200 anciens, des Français en France, anciens de la Business School, mais aussi des Français de l'étranger. Sa mission est de favoriser l'amitié, la solidarité entre ses membres, mais aussi la réflexion, bien sûr, sur l'entreprise, sur le business, sur l'économie, mais au-delà de ça, sur des sujets très sociétaux et que nous retrouverons ce soir. Le club est très actif, il organise de nombreuses manifestations et il entretient par ailleurs des relations étroites avec la Business School, bien sûr, les institutions américaines telles que l'ambassade des États-Unis en France, l'American Chamber of Commerce, France-Amérique. Les victoires. Créé il y a 31 ans déjà par le club, depuis 17 ans en partenariat avec Mazars, depuis 3 ans avec la contribution de l'Institut de l'engagement, la victoire des autodidactes et self-made entrepreneurs, aussi dite victoire des audacieux, reconnaît des entrepreneurs et dirigeants hors du commun qui se sont faits seuls, en tout cas sans le soutien au départ d'une réussite académique particulière. Le prix vise en effet à créer un pont, un dialogue entre nos communautés, celle des Harvardiens de Mazars d'une part, celle de ces entrepreneurs exceptionnels d'autre part, que nous reconnaissons aujourd'hui et qui n'ont pas bénéficié de ce privilège académique au départ. Notons aussi qu'à présent, les VDA reconnaissent en particulier des entrepreneurs qui ont eu, en parallèle de leur réussite économique, une contribution sociétale significative qui peut être d'ordre multiple, contribution par exemple à l'intégration sociale, par l'emploi, à la formation, à la diversité, à l'environnement, etc. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a derrière moi, c'est la Baker Library, la bibliothèque de la Harvard Business School, qui est avec nous de tout cœur ce soir. Alors voilà, au Harvard Business School Club de France, avec Mazars aussi, et l'Institut de l'engagement, nous sommes très heureux pour cette édition 100% virtuelle en cette année très particulière 2020, de vous présenter nos 6 lauréats, tous formidablement inspirants, de par leur talent, leur courage, leur audace, leur résilience, et enfin, last but not least, leur engagement dans notre société. Bonne VDA 2020. Merci beaucoup Hélène. Nous avons aussi avec nous Juliette Decoux, donc, qui est associée chez Mazars. Juliette, tu veux nous dire un mot sur pourquoi ces victoires pour nous?
Effectivement, ça fait 17 ans que Mazars est aux côtés de HBS France, partenaire de la victoire des autodidactes. Et je vous remercie très sincèrement, Pierre et toi, Hélène, ainsi que toutes les équipes d'HBS France et de Mazars impliquées, pour certaines depuis de nombreuses années, sur ce prix. C'est toujours un plaisir de célébrer ces aventures entrepreneuriales et ces parcours hors normes. En effet, si Mazars est aujourd'hui présent dans plus de 90 pays, avec plus de 25 000 collaborateurs, nous sommes aussi une aventure entrepreneuriale. Robert Mazars a créé seul notre groupe en 1945 et a permis sa formidable expansion en décidant de transmettre à son départ son entreprise à ses associés sans la patrimonialiser à son profit. Depuis, notre mission à tous, associés, est de transmettre de génération en génération un groupe toujours plus fort que celui que nous avons rejoint. Et cette pérennité qui s'appuie sur le travail et non sur le patrimoine constitue notre socle entrepreneurial. Lorsque nous avons pris connaissance, chers lauréats, de vos parcours lors de la réunion du jury, nous avons véritablement été impressionnés par votre énergie, par votre combativité, votre ténacité, qui vous ont permis d'avoir la force de tenir, y compris dans les moments difficiles, et de vous conduire vers le succès. L'expérience de l'école de la vie, votre ouverture d'esprit, votre courage vous ont permis d'entreprendre, mais surtout de réussir. Mais vous êtes allés, comme Robert Mazars, au-delà de la simple réussite personnelle. Et comme le disait Hélène, c'est aujourd'hui quelque chose que l'on regarde avec attention. Vous servez la société dans son ensemble. C'est donc si belles histoires touchantes que nous sommes très heureuses avec Hélène de les partager avec vous tous ce soir. Merci. Merci Juliette. Alors, nous avons avec nous un troisième partenaire de CVDA, c'est l'Institut d'engagement, et donc avec Marc Germanang, mais Marc s'adressera à nous plus spécifiquement un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est que nous écoutions aussi celui qui a gagné l'an dernier. Un garçon formidable, et là encore, l'an dernier, on avait six lauréats qui étaient vraiment exceptionnels et très touchants. Et puis Gary, avec son histoire personnelle, faite de résilience, de rebond et beaucoup de succès. Gary Ansens, il a voulu s'adresser à nous ce soir pour passer le flambeau d'une certaine manière. Donc, je vous invite, on va regarder la vidéo que Gary a réalisée pour nous. Écoutez, je suis évidemment très fier de cette victoire. Pour quelle raison? Je trouve que la France reste un pays qui est très attaché au diplôme, en fait, et où les autodidactes sont parfois peu considérés ou considérés comme les chanceux ou les épargnés qui ont réussi à survivre en dehors du chemin du système éducatif classique. Et donc, le fait qu'une institution comme Harvard soit à l'origine d'un prix comme celui-ci est évidemment un signal très fort et formidable à mon sens. Et donc pour ces raisons-là, je suis, comme je le disais, évidemment très fier d'avoir pu avoir ce prix l'an passé. Alors, entreprendre en 2020, évidemment, le contexte est triste et pesant, mais quand on est entrepreneur, on a une âme qui fait qu'on voit un océan d'opportunités. Les lignes bougent, nos manières de vivre et de cohabiter sur Terre, de consommer vont durablement muter, de mon point de vue. Il y a donc 1 million de sujets à explorer ou à réinventer. Voilà, et comme le disait Einstein, au centre de la difficulté se trouve l'opportunité. Avec mon ADN, la créativité, la pugnacité et la résilience. On a encore trop peu, donc bravo et merci de faire avancer notre monde avec vos idées et votre énergie. Je pars du principe que si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire, sinon une autre personne le fera à votre place. Ça serait quand même dommage. Entreprendre, c'est évidemment pas une aventure facile, mais les apprentissages, les accomplissements, les succès effacent constamment les moments les plus compliqués. Donc il faut foncer. Mes conseils seraient de s'accrocher à son projet sans s'aveugler pour autant et de bien s'entourer. Retrouver une vie plus normale et plus de sérénité. Et ce sera formidable de retrouver plus de sérénité, avoir aussi la chance de se retrouver plus directement. Alors, sans plus attendre, passons donc à nos 6 lauréats. Il se trouve que donc, ce soir, on les a avec nous, je pense, tous. Et donc, vous allez découvrir à la fois Philippe, Nathalie, Eric,
vous découvrirez Kamel, vous découvrirez Frédéric, et puis on terminera avec Alain. Voilà comment ça va se passer. Chacun d'entre eux a réalisé une petite vidéo, comme vous venez de voir celle de Gary d'ailleurs, qui vous présente rapidement son entreprise et puis le sens de son engagement et aussi son rapport à ses succès. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'échanger ensemble et donc on fera ensemble une petite interview. Et cette petite interview nous conduira forcément à prendre des angles parce que honnêtement, j'aurais pu passer 2 heures avec chacun d'entre eux et que nous n'aurions encore même pas couvert de toute façon ce qu'il fallait en dire. Donc forcément, eh bien, il y aura quelques petits angles que j'aurais pris pour eux. Alors, on va démarrer tout de suite, sans plus attendre, avec Philippe Corot. Alors, Philippe Corot, vous le connaissez parce que c'est un des grands miracles de la Startup Nation qui est devenue la France. Je crois, alors Philippe, là, c'est vous qui allez me démentir ou me confirmer, mais je crois que vous êtes la 10e licorne française. Vous savez, les licornes, ce sont des entreprises qui font plus d'1 milliard de revenus. Donc, c'est une réussite tout à fait exceptionnelle. Alors, peut-être, avant qu'on démarre notre discussion, Philippe, on va regarder votre vidéo. Donc, si on peut avoir la vidéo de Philippe, ce serait remarquable. Déjà, autodidacte, je crois que c'est cette circonstance. Entrepreneur, c'est quand même mon activité professionnelle principale depuis des décennies et passionné parce que je pense que ce qui drive les entrepreneurs autodidactes, c'est la passion. Voilà. Il y a une réflexion qui drive, si vous voulez, la stratégie long terme et qui tourne en tâche de fond, mais sinon, globalement, c'est plutôt dans l'urgence et plutôt à l'instinct. Pour être entrepreneur, il faut avoir les deux. Et parfois, je prends plutôt l'image de l'hélicoptère, c'est être capable d'avoir une vue très en hauteur pour bien analyser la situation et puis parfois être capable, comme un hélicoptère, de redescendre très proche du sol pour accompagner les troupes. Donc, je crois qu'il faut absolument les deux. Il y a une phrase, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. Il dit qu'il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Voilà. Je ne sais pas si ça me caractérise, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a décrit sur mon mur et que je vois tous les jours quand j'arrive au bureau. J'ai jamais eu de mentor. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé, mais malheureusement, soit j'étais un mauvais élève, soit j'ai jamais eu la chance de rencontrer le bon, mais j'ai plein de sources d'inspiration différentes. Je lis beaucoup, j'ai lu beaucoup de biographies. J'aime bien les biographies de Léonard de Vinci à Napoléon, à Steve Jobs. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Bill Gates. Depuis que je suis très jeune, je trouve que c'est quelqu'un qui est fascinant. Moi, personnellement, je me sens plus proche de Bill Gates. Je pense que j'ai encore des choses à accomplir, à faire avant de pouvoir me consacrer aux autres, même si je le fais en partie. Je pense que je pourrais le faire beaucoup plus. J'espère que dans 10 ans, j'aurai le temps et la disponibilité pour pouvoir en faire beaucoup plus. Merci beaucoup Philippe, formidable. Alors, on a évidemment un temps qui est beaucoup trop court par rapport à tout ce qu'on pourrait demander, mais d'abord, bravo, Miracle est une expérience exceptionnelle, la French Tech, c'est une illustration. Peut-être, avant toute chose, on est dans une période très difficile pour des artisans, on est dans une période très difficile pour pas mal de petites activités, et puis vous avez eu une idée, et en particulier, vous leur permettez pour beaucoup, grâce à votre marketplace, de survivre. Vous pouvez nous en dire un mot, ça ? Alors en fait, c'est plus en utilisant la technologie développée par Miracle et qui permet d'opérer les marketplaces de nos clients que les petits commerçants, les petits commerces peuvent venir vendre leurs produits sur les plateformes de groupes comme Intermarché l'avait proposé ou Carrefour aussi l'a proposé aussi dans des conditions très avantageuses. En fait, ça permet aux petits commerçants de bénéficier d'une vitrine absolument colossale qui est offerte par les grands groupes pour les aider dans cette période difficile. Alors, j'ai vu dans votre rapide présentation qu'il y avait une ville qui est assez intéressante, c'est Boston, parce que c'est la ville, vous le savez, de Harvard.
en fait. Et donc, c'est un clin d'œil sympathique. Cela dit, en même temps, quand on voit votre profil LinkedIn, c'est assez intéressant parce que vous mettez Miracle et Non, ce qui signifie qu'il y a une fierté aussi, finalement, de ne pas être passé par des écoles ou par des formats. Aujourd'hui, pour vous, c'est ce qui caractérise aussi la réussite de la French Tech, c'est-à-dire de ne pas être passé par des cadres établis? Alors, je ne sais pas si c'est une caractéristique de la French Tech, parce que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs français, et heureusement aussi, qui ont fait des études, qui ont des diplômes. Tout à l'heure, on a parlé de Bill Gates. Bon, Bill Gates, il est passé par Harvard. Zuckerberg, il est diplômé d'Harvard. Donc, ils ont parfois aussi un parcours académique. Je ne sais pas si c'est une caractéristique de la French Tech. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je mets Non parce qu'il faut bien mettre quelque chose. Et comme je peux ne mettre... c'est aussi peut-être une fierté quand même. C'est peut-être un peu déplacé, mais une fierté de se dire qu'on peut arriver à faire des choses, à créer des entreprises, à créer des emplois, à créer de la valeur, à créer du logiciel qui est quelque chose de très technique, même sans diplôme, juste drivé par la passion. Et je crois qu'au final, c'est ce qui est le plus important quand on est un entrepreneur, c'est vraiment la passion. Il faut être passionné et à la fois, ça change la vie professionnelle, ça change la vie personnelle. Et je pense que c'est nécessaire plus que tous les diplômes possibles. Et je pense qu'un grand diplôme sans passion a moins de valeur que de la passion, moins de valeur que de la passion, même sans diplôme. Alors, ça m'amène du coup à ma dernière question, peut-être pour ce soir, mais vous dites dans votre vidéo, c'est très intéressant, finalement, je n'ai pas eu la chance, vous le formulez comme ça, de rencontrer mon mentor et je me suis débrouillé sans. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui admire spécialement quelqu'un d'autre ou autre. À l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le mentor de quelqu'un? Alors ça, c'est une bonne question. Non, je ne pense pas que je sois aujourd'hui le mentor de quelqu'un. En tout cas, je ne le sais. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est important d'avoir des modèles d'une manière ou d'une autre. Moi, je les ai eus, comme je le disais, j'ai lu beaucoup de biographies. Et d'ailleurs, quand on lit des biographies, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des mentors derrière, beaucoup d'hommes ou des rencontres, en tout cas, qui ont changé le destin ou le parcours d'autodidactes, d'entrepreneurs, de tous les d'hommes célèbres ou moins célèbres, d'artistes, etc. Il y a toujours un moment où il y a des rencontres qui ont changé la vie. Moi aussi, j'ai fait évidemment des rencontres qui ont changé ma vie. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que je sois un mentor, à part peut-être, je l'espère, et j'y travaille au quotidien pour mes 2 enfants, qui sont un soutien extrêmement important pour moi, et qui sont un vrai soutien. Vraiment, mes fils ont toujours des mots gentils pour moi avant quelque chose, une épreuve importante ou un meeting important. Ils suivent tout de très près, et c'est assez plaisant. Ils ont 14 et 12 ans, et donc c'est assez plaisant. Donc j'espère que je pourrai j'espère qu'un jour ils diront que j'étais leur mentor. J'espère. En tous les cas, c'est tout le talent et l'instinct de Philippe qui évidemment me donne une transition, parce que vous allez voir, on va parler beaucoup de famille en fait pour les lauréats de CVDA ce soir. Philippe, merci. Le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est de lire votre biographie bientôt, et ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Donc, soyez prêts. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Le deuxième lauréat ce soir, c'est Nathalie. Nathalie, je pense que vous êtes... le micro n'est pas activé, mais ce n'est pas grave parce qu'on va voir votre vidéo. Donc, votre vidéo va vous présenter, et puis après, je reviens pour un court interview comme on vient de le faire avec Philippe, si vous en êtes d'accord. Persévérante, authentique. Ouais, top, allez. Et allez, juste. super. J'ai dû faire face à un burn-out, sans doute parce que pour plein de raisons, je ne connaissais pas mes limites, mais ce burn-out aujourd'hui, je trouve que ça a été une chance parce que ça m'a permis de comprendre où étaient mes limites, et ensuite j'en ai tenu compte pour le reste de ma carrière. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de réfléchir avant de prendre une décision et avant de m'engager dans quelque chose, parce que quand je m'engage, j'y vais jusqu'au bout.
Bon, j'ai 2 personnes, évidemment, j'ai mon papa puisque j'ai repris l'entreprise familiale, donc c'est quand même lui qui a été mon premier modèle. Mais j'ai également un autre chef d'entreprise qui a orienté énormément de mes décisions. J'ai très souvent consulté et que je consulte encore quand j'ai besoin. Il est à la retraite aujourd'hui, mais il est toujours là pour moi. J'ai beaucoup de méditation. Donc évidemment, je vais dire que j'ai les pieds sur terre, le plus possible sur terre, et je vais chercher le plus possible en profondeur mes racines. Je pense, d'avoir réussi à pérenniser l'entreprise familiale. Donc, je suis avec ma cousine, avec mon mari, là, ma fille qui est revenue nous rejoindre. Avoir pérennisé et surtout, ensuite, avoir développé. Je pense que c'est ça, c'est l'innovation. C'est réussir dans une PME de 45 salariés à dire, nous aussi, on peut innover avec nos propres moyens et en utilisant aussi les outils utilisés par les grands groupes. Je le vois à la fois comme une reconnaissance personnelle, évidemment, et puis aussi peut montrer aux autres femmes, jeunes et moins jeunes, qu'on est capable, dans une entreprise en plus de bâtiments, locale, donc très rurale, quand même de 45 salariés, on peut s'en sortir. Je le partagerai avec l'ensemble de mon personnel, comme j'ai toujours fait, parce que c'est ma raison de vivre. Donc voilà, moi j'aime les gens, donc j'ai vraiment envie de partager ça avec eux. Un grand bravo, Nathalie. On va passer aussi quelques minutes ensemble, si vous le voulez bien, pour échanger sur votre parcours. En 2018, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je vais vous parler. La création de la marque. Alors voilà, j'attendais ça, parce que tout votre altruisme, c'est typiquement ça. Vous répondez à une question qui, en fait, touche un élément de vie personnelle, et je vais y revenir, par quelque chose qui touche votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Non, en 2018, mes amis qui nous écoutaient, en fait, Nathalie a reçu les insignes d'officier de l'ordre du mérite. Alors, vous connaissez cette fameuse phrase, je ne sais plus à qui elle est attribuée, elle pourrait être de Pierre Desproges, je ne sais pas qui, c'est en gros, des ordres, j'en ai à recevoir de personne, et des mérites, j'en ai aucun. Bon, mais en l'occurrence, là, ce n'est pas du tout ça, ça c'est bien des insignes d'officier, et c'est assez intéressant parce qu'en regardant un peu, en m'intéressant à votre parcours, vous avez dit quelque chose quand vous l'avez reçu, qui était de dire que vous avez eu le sentiment que cette décoration, en fait, juste ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vous créait un devoir supplémentaire. J'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? En fait, déjà, ça, pour moi, ça c'est le genre de choses, ça peut peut-être paraître banal de le dire, mais c'est le genre de choses qu'on ne réclame pas et qu'on ne demande pas, contrairement à ce que je sais aujourd'hui qui est fait pourtant. Et en fait, c'est un devoir parce que c'est une responsabilité. Enfin, je le perçois vraiment comme si je l'accepte, ça veut dire que j'ai un devoir d'exemplarité. Ça veut dire que par rapport à tout le passé que représentent ces ordres, ils m'ont apporté un mérite finalement qui, au tout départ, avant d'être officier, j'étais chevalier et franchement, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que je considérais que oui, mon papa l'avait été et très honnêtement, je ne me voyais pas à sa hauteur. Alors, quand j'ai reçu celui d'officier, je peux vous dire que là, c'était encore pire parce que je dis, là, à ce coup-là, c'est encore pire parce que le jour où je lui ai annoncé, il dit, ça y est, tu m'as dépassé, quoi. Et ça a été finalement assez dur à avaler. Donc, je me suis mis un devoir encore plus important à respecter. Alors, c'est assez intéressant. D'ailleurs, au sage, du coup, vous êtes prêt pour la Légion d'honneur, puisque vous savez, Lyoté avait dit, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. On est tout à fait d'accord là-dessus. En fait, c'est cette idée de devoir supplémentaire qui m'a beaucoup intrigué parce que finalement, dans votre histoire personnelle, il y a énormément de leçons qui peuvent servir à beaucoup de personnes. Cela dit, si on se concentre un peu sur votre entreprise, d'abord, symboliquement, c'est joli, elle est charpente. L'idée de la charpente, finalement, je crois, c'est aussi l'idée d'une architecture d'une vie, d'un support d'une vie. C'est une très belle image, finalement. Et moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est quand vous présentez votre entreprise, et j'aimerais que vous nous expliquiez ça, vous nous expliquez que finalement, votre sujet à vous, c'est le bien-être, d'abord de vos salariés et puis aussi de vos clients. Alors, c'est intéressant de passer de la charpente au bien-être. Vous pouvez nous en dire plus? Voilà, c'est totalement inhérent à la famille puisque mon papa était déjà comme ça. Et en fait, là, c'est inné, c'est pas quelque chose que j'ai appris, fort heureusement, puisque
Comme je suis, comme vous l'avez bien compris, autodidacte, je n'ai pas forcément appris ce genre de choses-là. Mais ça, c'était inné. Comme je le disais dans le reportage, en fait, j'aime les gens. J'aime travailler avec eux, j'aime travailler pour eux. Ils me rendent tous les jours. Et finalement, les innovations qu'on a faites ces dernières années ont permis justement d'aller au-delà du bien-être interne du personnel, mais d'aller maintenant vers le bien-être des gens. Et là, on sort des concepts. Alors, évidemment, je ne présenterai pas ici, c'est trop long, mais qui tiennent véritablement compte du bien-être et du bonheur des gens. Enfin, bonheur, c'est peut-être pas le terme. Enfin, vraiment du bien-être des personnes dans un habitat. Entre autres, là, par exemple, un habitat pour les personnes âgées, adapté aux personnes âgées, pour pas qu'elles soient obligées d'aller en EHPAD. Enfin, c'est ce qui m'anime tous les jours. J'ai finalement profité de l'année 2020 que je savais avoir. Dans mon esprit, cette année était une année de tournant, c'est curieux. Bon, j'ai 50 ans, donc déjà, ça y est, c'était une année importante. On arrive tous, c'est pas très grave. Voilà. Mais je savais que, je sais pas, je savais que cette année, elle a été un tournant. Et j'ai eu encore plus d'innovation que les années précédentes, malgré la crise, malgré tout ça. On a un carnet de commandes qui est encore plus important qu'avant. Enfin, en fait, ça me donne, j'ai l'impression que plus c'est grave, plus ça me donne des ailes. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes très en résonance avec le monde moderne parce que, encore une fois, vous ne faites pas des produits pour les produits, vous le faites en vue de leur finalité. Il y a un sens à ce que vous dites et bien évidemment, alors malheureusement ou heureusement, la crise nous amène à réfléchir effectivement à ce qu'est un espace de travail, un espace de vie. Et donc, il y a un bel avenir devant vous. En tous les cas, vraiment bravo Nathalie et on est ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors, on va continuer dans les histoires d'entrepreneurs, bien sûr, et de famille d'ailleurs. Et on va maintenant écouter Eric Kaiser. Vous connaissez tous Eric Kaiser parce que forcément, vous avez déjà mangé de ses produits. Enfin, en tous les cas, on vous le souhaite. Et si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous. Alors, Eric, même principe, on va regarder votre vidéo et puis derrière, on va échanger rapidement sur cette formidable réussite. De la rigueur, de la précision et du courage. J'aime bien prendre des décisions assez rapidement parce que c'est vrai que quand vous avez un problème qui est posé sur la table, vous pouvez y revenir le lendemain ou une semaine après, le problème n'est toujours pas réglé. Donc j'aime bien qu'on me pose un problème et je ne sais pas, dans la journée où je laisse la nuit pour pouvoir réfléchir, mais le lendemain, je prends une décision. Une personne, mais des personnes qui m'ont inspiré, des modèles de travail, ou de réflexion, ou de pensée positive. Je crois que ce qui permet qu'on soit un homme ou une femme, c'est justement ça, c'est d'avoir des gens qui peuvent vous guider, qui sont une espèce de parrain, de guide, qui peut être spirituel ou professionnel, et qui vous permettent d'avancer. Il faut se rendre compte que tout seul, heureusement ou malheureusement, on n'est pas grand-chose. Mais en groupe, ou en tout cas bien entouré, on peut faire beaucoup de choses. Les pieds assez sur terre, mais bon, les étoiles me plaisent bien aussi. D'ailleurs, ma deuxième passion, c'est le voyage. Je suis souvent à 10 000 mètres d'altitude. Ouais, ou j'allais dire, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, parce que j'utilise beaucoup ça, parce que je vois beaucoup de gens qu'on va embaucher, qu'ils soient comptables, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient pâtissiers, qu'ils soient serveurs ou n'importe. Et souvent, je leur dis, c'est vrai, parce que les gens, ils vous disent toujours ce que vous avez envie d'entendre. Et je trouve que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est-à-dire qu'on met les gens en situation et vous les regardez travailler, je crois que c'est la plus belle des choses. Donc les déclics, c'est vraiment la formation, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et les gens autour qui vous permettent de pouvoir prendre vos marques et avancer. Continuer à progresser, avancer, ouvrir des nouveaux pays. Aller à la rencontre des gens, du contact, aller faire de la recherche, aller regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant et essayer de transmettre le maximum de ce que j'ai pu apprendre. Un grand merci Eric, bravo.
Alors, je ne sais pas si c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mais pour un peu paraphraser ou du moins détourner une phrase anglaise, c'est sûr que c'est la dégustation du croissant qu'on voit la croissance, manifestement. Donc, c'est une réussite assez étonnante, fantastique. Juste une question comme ça, toute bête, parce que j'en ai 50 000 à vous poser, mais il y en a une qui me brûle les lèvres. C'est quoi la statue qu'on voit derrière vous dans la vidéo? Ah, c'est une petite statue. J'adore les sculptures qu'avait fait Jeff Koons, pardon. Un petit chien. Ah, pardon, la première, à l'interview, c'est une sculpture de prune nourrie. Elle a reproduit les soldats. Là, c'est une soldate de Xi'an, en Chine, voilà, qui ont été enterrés. Formidable, formidable. Alors, en parlant de Chine, d'ailleurs, parce qu'il y a une des choses que vous expliquez, c'est que vous êtes finalement devenu quelqu'un qui est un très grand voyageur. Vous adorez ça. Quand vous dites à 10 000 mètres, je suppose que c'est dans les avions qui vous emmènent un peu partout pour développer. Alors, aujourd'hui, comment on peut continuer à faire de la croissance et ouvrir des bureaux dans le contexte de pandémie? Vous avez arrêté tout ou vous continuez? Non, on travaille différemment. J'avais des équipes qui étaient déjà présentes dans certains pays, sur certains continents, donc eux continuent à se développer. Moi, je pense qu'une entreprise, ça ne peut pas être un homme, c'est un groupe de personnes qui vont faire ce que devient une entreprise, parce que tout seul, c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose. Et les gens continuent à œuvrer à travers le monde pour pouvoir développer l'entreprise. Et moi, je me suis cantonné à rester un peu plus en Europe. Mais c'est intéressant, je trouve ça passionnant. Et on travaille différemment maintenant. Et alors, j'ai deux questions, mais elles nécessitent forcément des réponses, mais vous allez réussir à donner l'essentiel. D'abord, justement, en parlant d'essentiel, vous êtes finalement dans un métier essentiel. Et moi, j'ai toujours trouvé très intéressant dans les interviews qu'on voit de vous, vous expliquez finalement que même si votre entreprise commence à avoir une taille énorme, finalement, votre métier, c'est de faire vivre des artisans. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que l'artisanat, en vrai, c'est la production et la cuisson sur place. Donc, on pétrit et on cuit. Et c'est vrai que nous, notre métier, dans chacun de nos magasins, on pétrit et on cuit sur place. Et mon travail à moi, c'est de former des gens à devenir d'excellents artisans, à ce qu'ils me dépassent, à ce qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils deviennent vraiment bons et qu'ils soient contents de vivre de leur métier. On a parlé du maçon devant son mur. On pourrait dire aussi le boulanger devant son pétrin parce que ça fonctionne bien. Oui, il faut donner de la joie au travail aux gens. Mais il y a un truc assez extraordinaire, vous dites le boulanger dans son pétrin, mais j'ai compris aussi que c'est le boulanger dans son écran. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez créé là? C'est formidable ça. Oui, la Kaiser Academy, c'est-à-dire j'ai voulu mettre en cours donner la possibilité aux gens de pouvoir passer leur CAP à distance. Donc, qu'est-ce que font les gens? Ils viennent suivre des cours d'abord à distance et puis après, ils vont faire des stages dans les entreprises et puis ils ont des tuteurs qui les suivent et qui les aident. Et après, ils se présentent en candidat libre pour passer leur examen. Et je trouvais que c'était une façon différente, ou en tout cas, c'est une façon de pouvoir former beaucoup plus de gens et dans beaucoup de pays où les gens n'ont pas accès à la formation. Je prends le Cambodge, où on a fait un gros travail, le Vietnam, mais bien d'autres pays comme en Afrique. On donne la possibilité aux gens d'avoir des numéros pour pouvoir se former. Puis je ne peux bien sûr pas rater cette question parce que j'en aurai encore 50 000. C'est comme pour Philippe, pour Nathalie, pour Kamel, pour Frédéric et pour Alain. Mais parlez-nous des invisibles, évidemment. Quel projet formidable. Les invisibles, ça a été pour une période de ma vie où j'ai travaillé au ministère du Travail pour pouvoir aider, être président d'une association, président pour pouvoir donner des aides à des associations pour qu'elles puissent retrouver les gens qui sont un peu perdus dans la nature. Et on en a, nous, récupéré dans nos magasins pour essayer de les former également. L'idée, c'est toujours de transmettre, d'aider ou de redonner en tout cas à la vie ce qu'elle vous a donné. C'est formidable et en tous les cas, on voit que le pain peut mener à beaucoup de choses en tous les cas. Donc, merci beaucoup, Eric. Et puis, on continue de suivre vos aventures et vous n'oubliez pas, bien sûr, donc d'ouvrir une boutique pas très loin de chez Philippe. Sinon, il ne déménage pas. Alors, on va passer à notre 4e lauréat. Et je suis ravi de le retrouver. Il ne se souvient sans doute pas, mais on a eu la chance une fois de dîner un soir dans un restaurant italien dans le 8e, très sympa, tenu par une fratrie. Et donc, notre 4e lauréat, c'est Kamel Menour. Alors, Eric nous a fait une belle ouverture vers l'art avec les statues, le petit chien et la guerrière de Sienne. Moins fort, Elias, moins fort. Pardon? Elias, tu mets moins fort. Excusez-moi, je suis avec mes enfants. Alors, je suis tout oui, ça y est. Je vais changer de place. Alors, la meilleure des choses à faire, Kamel, pour l'instant, c'est de regarder votre vidéo. Donc, on va regarder votre vidéo et ensuite, on va échanger ensemble. Super. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il aime le foot.
On dit qu'il a 5 enfants, on dit qu'il a la même femme depuis 30 ans, on dit que c'est, j'espère en tout cas que c'est un grand professionnel, et que je crois qu'on dit que c'est un type droit. Un peu des deux. J'anticipe beaucoup, mais j'aime cette idée de s'adapter en fonction de contexte ou de situation. C'était un petit job d'étudiant qui consistait à vendre des lithographies en porte-à-porte dans les centres commerciaux ou dans les comités d'entreprise des grandes entreprises, où en fait on présentait des petites œuvres entre midi et 2. Les collaborateurs de ces entreprises déjeunaient et nous on vendait nos petits trucs. Et ça a été quelque chose qui m'a complètement obsédé, ce milieu qui était complètement étranger à mon monde, ce milieu de la culture, de l'art. Et j'ai voulu faire partie et m'immiscer, mais un petit peu comme un intrus au début, en lisant, en travaillant, et c'est devenu ma vie finalement. Je suis devenu un homme de l'art. Ouais, j'ai les deux, je suis très terrien, je suis extrêmement à considérer les choses d'une manière terrienne, mais j'ai aussi une part de moi qui a conservé une âme d'enfant et quelque chose de l'ordre de l'insouciance ou de l'utopie, mais tout le temps raccroché à un socle. Essayer mieux, faire rater et ensuite essayer mieux. Cette idée que tu es constamment dans quelque chose que tu vas entreprendre et fais le better. Et rater mieux. Rater mieux, pour moi, c'est un peu le synonyme de l'autodidacte. Il va essayer de manière empirique à entrevoir, à se projeter, à rater, puisqu'il n'a pas de mentor, et il va, à la fin, au bout du compte, par de l'abnégation, de la persévérance, de la volonté, de l'humanité, de l'amour, réussir à faire quelque chose. Formidable. Merci, Kamel. Alors, non, mais c'est pas grave, c'est la vie, ils peuvent parler, hein, ouais. Pas de problème. Comme vous voyez, j'ai 5 enfants, voilà. Et on les voit en bonjour les enfants, et on les voit d'ailleurs dans le reflet, formidable. Une question d'ailleurs, c'est quoi le tableau qu'on voit dans la vidéo? J'ai posé la question à Eric, alors il faut bien poser la question. Alors, ouais, d'ailleurs, le tableau d'Eric, d'ailleurs, je suis client d'Eric, hein, tous les matins, j'achète les flancs d'Eric sont absolument extraordinaires, ils sont très dangereux. Pour un type de 55 ans, ça fait prendre des kilos. En tout cas, ils sont tellement délicieux que je suis un abonné à sa boulangerie-pâtisserie du carrefour de l'Odéon, puisque j'habite dans le quartier. Et il parlait de Fleur, de cet artiste qui avait enterré cette armée chinoise et dont j'ai vu le travail à la Galerie de Templon il y a 2-3 ans, je crois. Très, très bon artiste qui habite à New York. Et le tableau qui était derrière moi, c'est un tableau merveilleux de Daniel Buren, un tableau historique des années 60. C'est un tableau où Buren, en tant qu'artiste autodidacte, regardait beaucoup Matisse et en fait crée cette œuvre qui était juste derrière moi. C'est formidable. Évidemment, il y a ce qui saute aux yeux, et je crois que vous l'avez dit vous-même, le monde de l'art est un monde qui peut paraître très fermé finalement. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, à la fois, il peut inviter à penser que tout le monde y a sa chance et qu'on peut y être autodidacte, mais en réalité, on pourrait penser l'inverse aussi. Là, en l'occurrence, dans votre trajectoire personnelle, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une histoire, il y a une raison. Finalement, est-ce que c'était pour prouver à votre maman que l'art peut être utile que vous avez eu cette trajectoire? C'était entre autres, mais c'était surtout pour me complaire et essayer d'être heureux dans ma vie. Moi, j'ai fait une maîtrise d'économie. Je n'ai pas voulu faire de 3e cycle parce que je m'ennuyais et je ne me sentais pas du tout continuer comme mes copains de fac, mes copines. Et j'ai continué en fait dans la voie qui consistait en fait, comme je le disais dans la petite vidéo, à poursuivre ce job d'étudiant où en fait je vendais des lithos, mais sans trop savoir ce que je vendais. Je vendais ça à des gens qui étaient comme moi, qui ne savaient pas. Mais en fait, j'ai toujours été extrêmement attiré par la connaissance. Et donc, ce monde qui s'offrait à moi devait devenir mon monde. Donc, j'ai bouquiné, appris par cœur pour faire partie et être un des acteurs du milieu dans lequel je suis aujourd'hui. Alors, ce milieu, je veux le rapprocher d'une autre notion. En quoi vous êtes un heroes? Alors, Hero, c'est un petit clin d'œil
par rapport à une initiative que j'ai eue il y a une dizaine d'années où j'ai souhaité accompagner, c'est un peu de la philanthropie, c'est pas un peu, c'est de la philanthropie. La philanthropie en France n'est pas très usité, c'est pas dans nos mœurs, c'est un concept assez anglo-saxon. Et j'ai 5 enfants, j'ai eu un de mes enfants qui a eu quelques petits soucis à l'hôpital Necker d'ailleurs, que je remercie, que je félicite tous les jours, tous ces soignants absolument extraordinaires, avec une dignité, une abnégation, une volonté et un engagement. Et donc, mon enfant a été soigné quand il était tout petit, quand il avait 2 ans, et j'ai voulu rendre un petit peu à l'hôpital public ce que l'hôpital public m'avait donné à l'époque. Et donc, Heroes, c'est le nom d'une vente caritative que je fais depuis 4-5 ans et qui a réussi grâce à tous ces gens qui donnent de leur temps, des œuvres, des collectionneurs, des directeurs de musées, des artistes. Et on a levé beaucoup d'argent pour aider, participer à l'Institut Imagine, qui est un institut, c'est un pôle d'excellence qui regroupe 800 chercheurs de différentes origines et qui cherchent d'ailleurs, qui ont trouvé des choses dans le cadre de la Covid. Le monsieur vaccin aujourd'hui était l'ancien patron d'Imagine, le professeur Fischer. Kamel, il faudra qu'on refasse un dîner au Stresa pour parler de bien plus que ça encore. Je suis désolé, tellement c'est court maintenant, mais vraiment un grand bravo. On a voulu aussi illustrer que cette idée d'autodidacte dépasse largement le monde juste de l'entreprise et que le monde de l'art, c'est un monde, alors vous l'aviez dit, vous vous sentiez intrusif à un moment, je crois que c'était le mot que vous aviez utilisé, et vous avez montré à quel point on peut en faire quelque chose et avec beaucoup de sens humain. Donc un grand merci en tous les cas. Merci Kamel. Nous avons notre 5e lauréat qui est alors Frédéric. Frédéric, je ne sais pas s'il nous entend parce que tout à l'heure, on avait quelques... Oui, je vous entends. Ah, c'est parfait, alors formidable. Frédéric, même principe, on va regarder la vidéo et puis après on discute un peu ensemble si vous voulez. Ok. Fidèle, persévérant, et le 3e mot, je dirais famille. La meilleure décision, c'est d'avoir parié avec un fournisseur. Je mûris beaucoup mes réflexions, mes choix, mais une fois que le choix il est fait, je vais vite. Oui, j'ai un modèle qui est le patron qui est à la retraite du fournisseur dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humanisme et qui travaillait aussi beaucoup à la confiance et à la fidélité. Qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a la réussite au bout. C'est d'avoir travaillé 7 ans pour un patron. L'entreprise a disparu et ça m'a remis en question. Et c'est à partir de ce moment-là, pendant 6 mois, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de me lancer. D'avoir intégré mon fils dans l'entreprise. Un peu des deux, quelque part. Bill Gates, c'est une réussite extraordinaire. Mais est-ce qu'il y a du sentiment là-dedans? Je ne sais pas. On ne le sent pas trop en tout cas. L'abbé Pierre, c'est l'inverse. La réussite, c'est l'humain, quoi. Donc, c'est un peu des deux. Voilà, pardon, excusez-moi, je pense que vous m'entendez. Frédéric, même principe, on va discuter un peu ensemble. Alors, moi, j'ai plein de questions aussi à vous poser. Il y en a surtout une, il faut qu'on aille plus loin sur ce fameux fournisseur. Parce que vous en parlez, et c'est extraordinaire. C'est très, très rare d'entendre un entrepreneur qui a réussi et qui dit, en fait, quelque part, je le dois, alors pas seulement, bien sûr, dans la réussite économique, mais surtout dans le sens des valeurs, dans la façon de faire, je le dois à un fournisseur. Alors ça, c'est très, très rare d'entendre ça. Autant pas, les gens vont vous dire, je le dois à un client, mais à un fournisseur. Expliquez-nous, alors, qu'est-ce qui vous a frappé chez cette personne? Vous avez dit son humanisme, mais il y a bien d'autres choses. En fait, quand on entreprend quelque chose, à un moment donné, on a toujours besoin d'un fournisseur et d'un client. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ça me paraît indissociable.
Et quelquefois, c'est des clients qui nous font réussir, mais quelquefois des fournisseurs qui nous permettent justement de séduire des clients. Et là, c'était le cas pour mon démarrage de vie professionnelle. Oui. Et cette personne, c'était quelqu'un qui a cru en moi à un moment donné, alors que j'étais tout au début de mon activité. Et elle a cru en moi pendant 20 ans. Et elle m'a fait grandir et évoluer. Et je lui en suis très reconnaissant. Alors, c'est très intéressant. C'est une femme, donc? Non, c'est un homme. C'est un homme, oui. Et encore aujourd'hui, donc, vous conservez ce lien avec lui. C'est un peu un mentor pour vous. Il a joué un rôle bien au-delà, évidemment, de votre relation client-fournisseur, je suppose. Tout à fait. On peut dire ça. C'est un mentor. Bon, il est à la retraite aujourd'hui, mais on a toujours des contacts réguliers. Et il apporte toujours sa touche dans sa réflexion, qu'elle soit économique ou sentimentale. Et alors, j'ai la question inverse, c'est que vous dites quelque chose de très touchant, et on va voir après, d'ailleurs, avec le témoignage d'Alain qui vous suivra, quelque part le miroir de ce qu'on va se dire là, mais finalement, on sent qu'il y a au fond de vous une fierté, vous étiez, je ne vais pas dire au bord des larmes, mais on sentait une vraie émotion quand vous nous dites, mais en fait, tout ça, ma grande fierté, c'est finalement que je vais transmettre ça à mon fils. Bah oui, parce que c'est quelque part un peu l'aboutissement d'une vie. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est quand même une centaine de personnes. On fait 25 millions de chiffres d'affaires. Et c'est un gros bateau à gérer, mine de rien. Et tous les gens qui m'écoutent le savent bien. Et transmettre, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Parce que et surtout à son fils, dans la mesure où les enfants qu'on fait ne sont pas forcément à notre image, ils ont une vision différente, et heureusement. Et faire adhérer son fils à ce projet, c'est pour moi une très belle réussite. Et ça écrit l'histoire différemment parce que vous aviez eu ce talent aussi de rebondir d'une aventure, vous l'avez dit vous-même. Vous aviez commencé dans une sorte de voie classique comme salarié, et puis c'est ça qui vous a permis finalement de voir qu'il y avait d'autres. C'est un peu un échec à un moment donné qui a fait que j'étais un petit peu dans le trou pendant quelques mois, et après, c'est une réflexion mûrement réfléchie, et après j'ai foncé. Absolument. Il y avait cette magnifique phrase à un moment, c'était un chauffeur Uber qui avait dit ça un jour, et il parlait d'un homme politique qui disait, il a compris une chose, c'est que parfois quand on vient de banlieue, c'est plus facile d'avoir un client que d'avoir un employeur. Et c'était intéressant parce que quelque part, vous avez fait ce mouvement-là, et aujourd'hui, cette réussite est à la mesure de ce choix, ou du moins de cette résilience. Donc un grand bravo Frédéric, et merci beaucoup pour ce témoignage. Nous avons un dernier lauréat, et vous allez voir, il y a beaucoup de résonance avec votre propre histoire. Donc, je voudrais qu'on voit la vidéo d'Alain Houet, avant que je n'échange avec Alain. Passionné, travailleur, audacieux. De faire de la croissance externe afin de structurer mon entreprise et puis de conquérir des marchés, en fait. J'en ai plusieurs, des personnes qui m'ont inspiré. Il y en a une qui m'inspire pas mal, c'est Charlotte Perriand, qui a été un architecte qui a fait de la création et qui s'est surtout adapté à toutes les périodes de son temps qu'elle a traversées, quoi. Je dirais que j'aime aussi beaucoup Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui lui est complètement autodidacte et qui a réussi grâce à son travail. C'était des grandes valeurs ajoutées. Alors, quand j'étais petit, j'ai toujours eu hâte d'être grand. Et quand mon père est tombé malade, j'avais 16 ans et je n'ai pas eu le choix que de me prendre en main et de réfléchir à la suite de l'entreprise. Donc, passionné, j'ai vite compris qu'en travaillant, ça pouvait marcher. Dans un premier temps, c'est d'avoir racheté l'entreprise à mes parents et puis de leur avoir offert une retraite bien méritée. D'avoir développé l'entreprise puisqu'il y avait 9 salariés et d'être arrivé aujourd'hui à 520 en rachetant plus de 25 sociétés et surtout les plus belles sociétés du secteur.
celle qui me faisait rêver en début de carrière, celle qui était dirigée par des hommes que j'admirais. Ces dirigeants-là, ils m'ont fait confiance en transmettant leur succession et la suite de leur PME. C'est la réussite d'une carrière, c'est aussi une pensée pour mes parents, pour ma famille, pour tous les gens qui m'ont encadré pendant toutes ces années et qui ont été proches de moi et qui m'ont encouragé dans la réussite de cette entreprise. Ça a toujours été important d'avoir des gens très proches autour de moi qui ont toujours su m'épauler dans toutes les circonstances. Formidable, merci Alain, fantastique. La première des choses, Alain, qui me frappe, moi, c'est que vous avez l'œil rieur. Et ça, c'est assez génial. Le deuxième élément, c'est que je vois que vous avez fait la vidéo à peu près au même endroit, puisqu'on voit, c'est quoi? C'est Warhol derrière, de loin, là-bas, sur le mur, hein, je vois bien. L'élément qui me frappe le plus, moi, c'est votre référence à Charlotte Perriand. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez dire pour notre auditoire qui est Charlotte Perriand, cette mère de la modernité? Ah, vous êtes on mute, comme on dit. Vous avez le micro qui n'est pas branché. Alors, d'entrée de jeu, vous avez dit que vous voyez du Warhol derrière. Non, c'est du Alan Roy. Donc, Alan Roy, c'est loin pour moi. Je ne peux pas bien voir. Mon artiste. Voilà. Non, Charlotte Perriand, pour moi, c'est quelqu'un qui m'attire beaucoup par son idée, son concept, sa façon d'avoir évolué dans un monde et surtout qui a su réagir dans les périodes où on lui a demandé en essayant et en s'adaptant à la population et à son environnement. Et puis, il y a à la fois une double idée qui est intéressante chez Charlotte Perriand, c'est la modernité et l'éducation. Et ça, c'est quand même très ancré dans votre parcours, finalement. Ça, c'est quelque chose d'étonnant, finalement. Surtout, comme vous avez expliqué, vous avez monté votre entreprise par le rachat de gens que vous admiriez. J'adore cette façon de présenter les choses. Donc, en fait, vous avez réussi à grossir. Aujourd'hui, en gros, il y a, pour faire court, un bus par salarié chez vous, quand même. Ouais, quasiment. Après, c'est du personnel administratif puisqu'il faut cadrer tout ça. Mais effectivement, on peut considérer que c'est un bus par salarié, ouais, puisque forcément, on est dans l'obligation d'avoir ce qu'on appelle des mulets chez nous, des véhicules de rechange dans le cadre de la maintenance ou de pannes éventuelles. Mais comme les pannes arrivent rarement, c'est plutôt la maintenance. Et donc, en fait, quand vous reprenez ces sociétés, systématiquement, donc vous gardez les gens, vous les faites croître. C'est une aventure collective, finalement. Alors, c'est pas simple à expliquer comme ça en quelques mots, mais effectivement, l'aventure collective, c'est la première chose, c'est la passion d'aller vers les autres, comme disait Nathalie, c'est d'aimer les gens. Et aujourd'hui, de reprendre une entreprise, c'est de reprendre un patrimoine, puisqu'elle appartient très souvent à un patrimoine local, voire cantonal, et les gens qui y travaillent, ils contribuent à cette réussite et puis apportent leur pierre à l'édifice chaque jour. Alors effectivement, oui, la croissance, ça a toujours été un challenge pour essayer justement de déjà conquérir ces gens par la confiance et puis les amener avec nous dans l'histoire de notre réseau C-Learn, puisque c'est une belle histoire qui s'est construite jour après jour avec en objectif l'ambition de pouvoir être là demain. Dans un premier temps, c'était surtout d'avoir les moyens de se structurer, et puis après, c'était d'être là demain, et aujourd'hui, on est quand même leader régional. Alors, je ne suis pas à l'échelle de mes amis sur une vue mondiale, mais aujourd'hui, on est quand même fiers d'être leader régional et puis de participer à tout ça, et surtout l'année dernière d'avoir reçu ce prix de opérateur de l'année, ce qui a pu être partagé avec l'ensemble de mes collaborateurs. Je ne peux pas finir cet entretien très rapide, Alain, sans citer une chose, parce que c'est un parallèle et un clin d'œil avec Frédéric. Frédéric était touché, ému de nous dire qu'il avait mis son fils en piste. Et puis, moi, j'ai cru voir, en lisant votre histoire aussi, que vous, à l'inverse, vous aviez aussi voulu faire bénéficier vos parents de votre réussite et que c'était un élément important dans votre histoire personnelle. Donc, je voulais le citer parce que finalement, le lien qu'il y a aussi dans toutes ces belles histoires, c'est souvent des histoires de famille, d'amitié.
C'est le cas aussi pour Philippe qui avait cofondé son entreprise avec un ami. Et donc, on est vraiment dans cette dimension très humaine de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, marque les VDA. Donc, à ce titre, chère Hélène, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais ravi de perdre les 3 minutes et donc de déborder largement de 5 minutes sur notre temps alloué. Mais je crois que c'est le moment de ces entretiens qui fait souvent le sel de ces VDA. Et vraiment, ça nous emplit de joie et l'esprit et le cœur. Donc, Hélène, malheureusement, si je puis dire, il y a 6 lauréats et puis on va en distinguer 2, mais enfin, encore une fois, les 6, je crois, dans le cœur et dans l'esprit sont tous égaux. Alors, on va te laisser enlever ton mute et puis tu vas pouvoir reprendre la parole pour passer à la remise des prix. Alors, je crois en particulier aussi en introduisant notre 3e partenaire, l'Institut de l'engagement. Oui, un petit point rapide sur les critères, c'est important. Les VDA, c'est 3 critères et 2 prix. Alors, les critères sont les suivants. Le premier, évidemment, c'est d'être autodidacte, c'est-à-dire de ne pas avoir bénéficié de l'appartenance ou du soutien à un diplôme académique particulièrement fort. Et en France, on sait ce que ça veut dire. Deuxième critère, avoir construit une entreprise qui est durable, qui est pérenne, pas forcément énorme. Ça peut bien sûr être une PME, mais qu'elle ait quand même quelques années derrière elle de croissance durable, qu'elle soit a priori profitable, ou en tout cas qu'elle le promette, et qu'elle ait construit de l'emploi aussi. Et puis un 3e critère très important également, qui est une contribution sociétale significative, qui peut être assez variée, comme on l'a dit. Ça peut être de la création d'emplois, de la contribution à l'insertion sociale, de la contribution à de la formation, à la diversité, à l'environnement, etc., etc. Donc, nos 2 prix, ce sont d'une part la victoire des autodidactes qui sera remis ensuite par notre président d'honneur Pierre Gadonex, et le coup de cœur, le prix coup de cœur qui va être remis par Marc Germanang, directeur général de l'Institut de l'engagement. Ce qui m'amène à dire qu'effectivement, depuis 3 ans, le Harvard Business School Club de France et Mazars, pour les VDA, sont très heureux de travailler avec l'Institut de l'engagement. Il y a une vraie convergence de valeurs entre eux et nous. L'Institut de l'engagement accompagne chaque année 700 jeunes pour dépasser des barrières d'ordre social, culturel, financier, de tout ordre, et les aider à s'engager et à réussir dans la vie. Et donc, je vais peut-être m'arrêter là. Marc, c'est à toi pour le prix coup de cœur. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous et aux organisateurs de Mazars, du Harvard Business. Pardon, Marc, nous avons une vidéo à montrer parce que nous t'avons interviewé. Excusez-moi. L'Institut de l'engagement a 2 grandes finalités. La première, c'est d'accompagner des jeunes qui se sont déjà engagés dans des missions d'intérêt général, dans leurs projets d'avenir, des projets de reprise de formation, de recherche d'emploi, de création d'activités, et surtout des projets d'engagement supplémentaires, à la fois pour eux, dans leur parcours, et autour d'eux, dans toutes sortes de projets. Et la deuxième finalité, c'est avec ces jeunes, autour de ces jeunes, d'embarquer des structures et des gens et qui veulent se mettre au service des parcours de ces jeunes. Et donc, la deuxième finalité, c'est bien d'embarquer ces structures et ces personnes dans les bonheurs de l'engagement. On est très heureux d'avoir ce partenariat très particulier et très heureux parce que c'est un partenariat qui résonne. Les parcours des audacieux, les parcours de ces self-made entrepreneurs sont des parcours qui ressemblent avec quelques années d'avance au parcours des lauréates et des lauréats de l'Institut de l'engagement. Et avec dans ces parcours des méandres, des difficultés qui donnent encore plus de saveur au succès. Bravo, j'ai envie de leur dire merci pour l'inspiration qu'ils donnent, pour avoir eu l'audace de candidater. Et on voit des personnes belles, inspirantes, mais on a envie de les voir en vrai. Osez, continuez à oser, entreprenez, soyez audacieuses, soyez audacieux. Et je le dis encore plus, je le dis aux femmes entrepreneurs autodidactes, et il y en a plein. Candidatez à ces victoires, vous pouvez inspirer d'autres femmes dans leur parcours d'entrepreneur.
on a tous envie que la crise sanitaire nous permette de tirer des leçons. Et pour les audacieuses, les audacieux, les autodidactes, les self-made entrepreneurs, de leur donner encore plus d'envie et d'énergie d'entreprendre, et d'entreprendre avec des projets à impact social, à impact sociétal, et de le faire avec engagement. Merci, donc je vais enchaîner et je vais même prendre le risque de me répéter. Donc, merci aux organisateurs de Mazars, du Harvard Club de France, aux anciens et aux anciennes lauréates des autodidactes, des victoires des autodidactes. Merci évidemment aux candidats. Décerner un prix coup de cœur, c'est évidemment choisir. Le choix, il a été compliqué entre des personnalités, des parcours, des projets, des entreprises extrêmement différents, entre des personnalités hors du commun qui sont engagées dans leur entreprise et qui sont engagées le plus souvent autour d'elles, autour d'eux. On a fait un choix néanmoins, un choix que vous allez comprendre. Il est d'origine modeste, il a enchaîné les petits boulots. Il nous l'a dit tout à l'heure, il a fait des études, mais peut-être pas celles qu'il aurait fallu faire pour se projeter comme il aurait pu le faire dans le monde où il s'est projeté. Donc il est complètement autodidacte dans le monde dans lequel aujourd'hui il rayonne. Il est audacieux, il est courageux, il est opiniâtre, il est plein de talent, de créativité, d'énergie. Il est travailleur, je crois, attaché à l'évidence, à la transmission, au partage, et au partage d'un truc dont on a peut-être encore plus besoin aujourd'hui que d'autres choses, qui est la beauté, l'art. Et vous l'avez compris, il s'agit de Kamel Mennour. Kamel qui s'est imposé dans le domaine de la photographie, d'abord, en popularisant en France Larry Clark, en participant au succès d'Annie Leibovitz, et puis qui s'est projeté dans un autre domaine qui est contingent, mais complètement différent, en prenant des risques. Et c'est le propre des self-made entrepreneurs, puisqu'il s'est projeté dans le domaine des arts plastiques, avec des succès considérables autour d'artistes comme Anish Kapoor, Buren, Morley, Kawamata, et puis la création de plusieurs galeries, dont une vient d'ouvrir, je crois, à Paris, et qui propose un dialogue et une rencontre entre deux grands artistes français contemporains, Buren et Pareno. Le second, Kamel est né, je crois, à Constantine, et le second de ces artistes exposés par lui en ce moment à Paris est né à Oran, je crois, donc peut-être une résonance, et qui joue avec les lumières de la scène, même si je n'ai pas encore eu la chance de voir l'exposition. Au-delà du succès de son entreprise et de ses galeries d'art, ce qui a fait choisir Kamel Mennour pour le prix coup de cœur des victoires des autodidactes cette année, ce sont évidemment ses engagements sociétaux dont il a parlé tout à l'heure, ses engagements pour la santé des enfants, ses engagements pour la recherche, ses engagements pour l'Institut Imagine. Et puis, et il l'a dit aussi, la France n'est pas un pays où la philanthropie s'exerce si naturellement. Et il y a peut-être en France ce même décalage, de la même façon qu'on survalorise les diplômes et qu'on sous-valorise l'expérience et l'engagement. Et bien de la même façon, Kamel Mennour a réinventé la philanthropie en France avec ses ventes aux enchères, ses heroes, et en permettant des financements extraordinaires pour la recherche et pour le bénéfice de tout le monde, et pour le bénéfice en particulier des enfants. Donc j'aurais évidemment aimé, Kamel, vous remettre ce prix en direct, vous rendre hommage directement. Merci à tous les 6, merci à vous pour les merveilleux moments que vous nous avez permis de passer en découvrant vos parcours, vos réalisations. Et Kamel, félicitations, et je suis très heureux de vous remettre ce prix.
Alors, bien sûr, Kamel va réagir hein, dans quelques instants. On va remettre le prix aux lauréats, enfin aux vainqueurs des VDA. Et puis, dans la foulée, on aura les réactions des deux vainqueurs, du coup de cœur et du lauréat. Pierre, je crois que c'est… Comme vient de le dire Marc Germanange, c'est évidemment extrêmement… Le jury a été très en difficulté pour choisir parmi tous ces 6 candidats qui chacun avait des parcours séduisants sur le plan humain et tout à fait performants sur le plan économique. Et puis ceci dans des secteurs extrêmement divers. Vous avez pu voir qu'on va de la haute technologie en passant par les artisans de services ou d'activités de proximité. Et puis là, à l'instant, le marché de l'art. Donc, les choix étaient à multi-critères et extrêmement difficiles. Bon, à la fin des discussions, il y a donc le coup de cœur. Et puis, pour la victoire des autodidactes, on a retenu un parcours exceptionnel qui est à partir d'un métier traditionnel, qui est un métier qui incarne même le tissu économique de proximité et qui d'ailleurs l'accompagne. Ça nous a été bien rappelé. Et, ce lauréat a réussi à faire de ce métier de proximité une entreprise internationale. Et puis également, il nous a parlé de son engagement sociétal et social. Et donc, le jury a choisi de désigner Eric Kaiser comme lauréat de la victoire des autodidactes de cette année exceptionnelle. Eric, bravo. Et il y a une caractéristique de votre métier, c'est que tout le monde vous connaît ou à peu près, puisqu'on voit plus souvent une boulangerie en bas de chez soi qu'un marchand d'art, mais c'est ça qui fait l'originalité de votre parcours. Merci beaucoup. Eric, peut-être une réaction, et puis Kamel ensuite. Je suis ému déjà, j'ai plusieurs points. C'est que le premier point, je voulais féliciter tous les candidats, parce que c'est vrai que tous les gens qu'on a entendus ce soir, les témoignages étaient… Ça, c'est vrai. Allô? Oui, on vous entend. Les témoignages étaient merveilleux avec des gens d'une grande qualité humaine, j'allais dire. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important à cette époque. La deuxième chose, c'est que Kamel, je ne le connaissais pas et je ne sais pas pourquoi, mais samedi soir, je suis allé voir 2 de ses galeries dans le 6e arrondissement parce que j'avais entendu parler de ses expositions. Donc, j'ai l'impression, en voyant son tableau de Buren, que je connaissais un peu l'homme. Et ce que j'ai regardé, j'ai posé des questions à ses galeristes. Et la troisième des choses, c'est que Peter Emerson de Harvard, que j'ai rencontré à New York, m'a demandé il y a quelques jours pour venir faire des conférences à Boston. Et je trouvais ça amusant, toutes ces liaisons, on va dire, incroyables. Puis j'étais charmé par Claire et Hélène quand je les ai rencontrées, qui m'ont exposé ce qu'elles faisaient. Et je trouvais que mettre en avant des gens qui ont construit des entreprises sans avoir eu à étudier énormément, je trouve que c'est beau parce que c'est souvent des gens qui sont très, très humains et qui essaient d'œuvrer pour la société. Et je crois que ça, c'est essentiel. On doit se serrer les coudes. On doit s'entraider en ce moment, encore plus que jamais. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Je trouve ça très beau. En tout cas, je suis très ému et je vous remercie du fond du cœur. Mais bravo en tous les cas. Bravo. Kamel, un mot de votre côté? Alors, il faut enlever le micro. Il faut brancher le micro. Non, alors ça s'est remis à couper. Il faut rebrancher le micro. Attendez, je vais essayer de voir si je peux le faire moi. Ah, voilà. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. Ouais, écoutez, c'était assez extraordinaire de voir finalement ces parcours qui sont tous très singuliers et qui racontent finalement des histoires de la France, des histoires d'entreprise, des histoires de vocation, de passion, d'échange et parfois de transmission. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les témoignages qui sont extrêmement touchants et qui élèvent un petit peu la perception qu'on a de la nature humaine, de savoir comment en fait raconter une histoire et de la transmettre et de la donner aux autres. Voilà, donc en tout cas, j'étais très, très heureux de faire partie de cet ensemble de personnes. Pour nous, réellement, c'est une fierté de pouvoir passer ces moments et puis de simplement vous poser quelques questions et de parler de vous. Pierre, peut-être le temps est venu de conclure notre séance. Hein. On avait dit 20h15, on n'est pas très loin de ça, donc je te laisse le soin de conclure.
Je me permets juste d'intervenir pour dire qu'il y a énormément de messages de félicitations sur le chat. Absolument. Voilà. Je crois qu'ils partagent en fait l'émotion qui vient d'être exprimée d'ailleurs par Kamel et par Eric. Qui sont tout à fait justifiés et spontanés. Bon, je voudrais m'adresser à vous, là, les amis des lauréats de la victoire des autodidactes. Donc, chers amis des lauréats de la victoire des autodidactes, chers lauréats, chers collègues de Mazars, chers anciens de la Harvard Business School, chers collègues de l'Institut de l'engagement et cher Marc Germanang. Bon, cette réunion par visioconférence que nous avons conduite pour la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la victoire des autodidactes est un événement à plusieurs titres exceptionnel. Bon, exceptionnel, je crois qu'on l'a tous ressenti, et y compris les derniers intervenants, par la qualité des 6 lauréats qui tous, par leur créativité, leur talent, leur travail acharné et leur courage, ont présenté des réussites exceptionnelles dans des domaines aussi divers que la haute technologie, l'art, la production, la distribution de produits traditionnels avec des modèles revisités. Exceptionnel aussi par les conditions d'organisation dans une période inouïe. Qui aurait imaginé il y a un an qu'on serait tous à vivre dans un contexte de confinement et qui ne permet pas de réunion en présentiel, puisqu'on a même inventé un mot à cette occasion, un néologisme. Je tiens à remercier tous les organisateurs de Mazars, de la Harvard Business School. Je tiens à remercier les anciens lauréats des victoires des autodidactes pour leur témoignage, leur participation. Il y en avait beaucoup dans le jury. Et pour avoir permis, malgré les circonstances, de conduire un processus de sélection et de présentation des dossiers. Merci Laurent Chohin pour ta présentation dynamique, pleine d'intelligence, d'humour et d'émotion. C'est mon honneur. Je remercie aussi Claire Delaunay, là, qui vient d'intervenir, déléguée générale du Harvard Business Club de France, pour avoir coordonné l'organisation de cet événement. À l'issue d'un processus hors norme, cette année, qui était, comme ça a été rappelé, la 31e anniversaire de la création de cette victoire des autodidactes, c'est un parcours tout à fait réussi, mais le temps est apparu de revisiter cet événement, la victoire des autodidactes et des self-made entrepreneurs. Cette visite doit, je l'espère, déboucher sur le fait que cet événement, je suis convaincu, et comme ça a été rappelé, que les autodidactes self-made entrepreneurs sont un atout pour le développement et l'innovation dans notre pays. Et ça n'a pas été évoqué, mais je tiens à dire, ils constituent la grande majorité parmi les créateurs d'entreprises. La majorité des créateurs d'entreprises sont des autodidactes. Ils ont beaucoup à nous apprendre par leur parcours, on vient de le voir. Ils présentent un niveau exceptionnel dans les qualités de courage, de détermination, de travail, de rigueur. C'est un mot qui n'a pas été souvent utilisé ce soir, mais moi, ça me frappe toujours dans les discussions avec ces lauréats. Il y a toujours une rigueur et une précision dans leur cheminement, et puis un leadership qui est nécessaire à la réussite, et aussi une ouverture sociale et sociétale. Il délivre donc un formidable message d'espoir dans un monde en proie à une grande incertitude. Ce monde a plus que jamais besoin de ces hommes et de ces femmes porteurs d'innovation et de développement dont les réussites nous ont fait vibrer ce soir. Outre Eric Kaiser et Kamel Menour, qui ont été mis à l'honneur et qui viennent de témoigner pour ce cru 2020, je retiens aussi le parcours de Philippe Corot, dont la start-up Miracle a été citée il y a quelques jours dans la presse économique comme la licorne modèle de la French Tech, et qui a permis, on vient de le voir, on l'a vu tout à l'heure, dans cette année difficile, à plusieurs enseignes plus modestes de rebondir dans le e-commerce. De même, je souhaite évoquer l'optimisme, le courage et l'énergie insufflés par Nathalie Planchet, Frédéric Pain, Alain Rouet, dans leurs projets et leur réussite. Enfin, pour conclure, je souhaite m'adresser à tous les lauréats des VDA, qu'ils soient ici ce soir, présents ou non,
pour qu'ils imaginent l'avenir qu'ils souhaitent demain pour cet événement de sélection et de promotion parmi les autodidactes. Le Harvard Business School Club de France restera à leur côté. Merci, merci à tous de votre présence, merci surtout de votre engagement. Merci beaucoup Pierre et merci à tous pour tout l'ensemble des messages. Bravo. Claire, peut-être un mot de la fin? Je te vois apparaître. Oui, je souhaitais une standing ovation pour Clémence et Nicolas qui ont réalisé les vidéos et qui nous ont aidés à produire cette soirée, ainsi que Benoît Dupont qui est en back-office. Voilà, merci à tous et bravo à tous ces lauréats. C'était une soirée formidable. Formidable. Merci à Mazar. Merci Marc Germanang. Merci, au revoir et bravo. Au revoir. Bravo à tous. J'ai pas entendu, Mina, est-ce que tu veux? Oh non, je l'avais ce matin, moi ça ne me dérangeait pas, c'est pour toi. Oui. Non, mais moi je l'avais vu ce matin. Merci à tous. Au revoir. Merci Hélène, bravo. Bravo Alain Rouet. Bravo à tous. C'était magnifique. Bravo, bravo. Oui, c'était une très belle soirée. À très vite. Merci Pierre. À très vite. Merci à Christiane et à Jean-Claude d'avoir participé.